Sur cette table ronde pendant 45 minutes, nous allons aborder la médecine régénérative et l'ingénierie tissulaire sous l'angle de l'industrialisation. Le passage du laboratoire à la production à grande échelle soulève évidemment des défis technologiques, mais également réglementaires, éthiques et de souveraineté. La souveraineté étant la thématique de cette 3e édition de Tech Fest. La peau constitue le modèle de référence, premier organe reconstruit. Il y a des applications multiples, mais les enjeux s'étendent à d'autres organoïdes et tissus. Je ne suis pas médecin, vous allez vite voir, ni biologiste. Pour parler de tout ça, en revanche, rassurez-vous, j'ai 3 spécialistes qui sont mis dans l'ordre des photos. Au moins, vous n'êtes pas perturbés. Valérie Michaud, bonjour, bienvenue. Je vous laisse nous dire ce que vous faites chez L'Oréal Research and Innovation. En bon anglais. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Valérie Michaud. Je travaille depuis 20 ans au sein de la recherche et innovation de L'Oréal. Et je viens aujourd'hui en fait avec 2 casquettes. On va dire une casquette d'innovation puisque je dirige les technologies prédictives. Et notre ambition, c'est vraiment de décoder les secrets de la peau en développant des nouvelles technologies. Par exemple, puisqu'on va en parler ce matin, des peaux reconstruites high-tech qui mélangent l'ingénierie tissulaire, les nouvelles technologies comme l'impression 3D, la microfluidique et puis le numérique. Et mon autre casquette aussi, c'est comme vous le disiez, l'industrialisation, puisque je suis aussi présidente d'Episkin, qui est une filiale du groupe L'Oréal, qui produit et commercialise dans le monde entier des peaux reconstruites pour pouvoir tester, bien évidemment, les ingrédients cosmétiques, mais aussi tous les ingrédients chimiques pour toutes sortes d'industries et faire aussi de la recherche sur la peau dans le monde entier. J'y reviendrai parce que c'est très intéressant. À côté de vous, Pascal Descargues. Bonjour Pascal, vous êtes président et fondateur de Geoskin. Vous me regardez, j'ai dit une bêtise déjà. Pas du tout. Geoskin, bonjour. Bonjour, bienvenue. Je vous laisse nous présenter peut-être Geoskin. Merci beaucoup déjà de cette invitation pour parler d'un sujet qui est passionnant. Et Geoskin, moi je suis le fondateur, président de la société qui est basée à Toulouse, également aux États-Unis du côté de Boston. On est une petite société d'une 50aine d'employés. Notre objet de tous les jours, c'est d'aider nos clients, l'industrie pharmaceutique, biotech, cosmétique, medical device, à dérisquer les produits qu'ils font en utilisant de la peau humaine. Nous, on ne la reconstitue pas, on ne la produit pas vraiment finalement, on la recycle, on utilise des échantillons biologiques issus de chirurgie plastique et on fait vivre ce tissu le mieux possible, le plus longtemps possible, en le gardant le plus proche de ce qu'il est quand il est sur un donneur, un patient ou nous-mêmes. Donc voilà, l'intérêt, c'est d'aider nos clients à obtenir de la donnée humaine avant même de faire des tests chez l'homme. Et finalement, ce qu'on fait, ça permet finalement de remplacer l'expérimentation animale. Voilà où on intervient aujourd'hui. Merci beaucoup, merci d'être venu de Toulouse. Et puis le local de l'étape, Walid Rachidi, vous êtes doyen de la faculté de pharmacie et professeur en biotechnologie à l'université Grenoble-Alpes. Je ne sais pas s'il faut nous présenter ce que vous faites ou l'université pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je suis Walid Rachidi, doyen de la faculté de pharmacie, professeur donc, de biotechnologie à la faculté de pharmacie de l'université Grenoble-Alpes. Et donc, on peut parler de 2 casquettes parce qu'en fait, souvent, quand on est professeur, on est enseignant et chercheur. Donc, dans le cadre de l'enseignement, on forme nos pharmaciens, nos médecins sur ces thérapies innovantes qu'on appelle la médecine régénératrice. Et donc, on a des formations au niveau licence, master, etc. pour former des pharmaciens, des médecins et des scientifiques sur ce domaine très innovant de la médecine régénératrice. Et aussi, la deuxième casquette, c'est je suis aussi rattaché à un laboratoire au CEA de Grenoble qui travaille justement sur ce qu'on appelle les organoïdes. Peut-être on a le temps de définir c'est quoi les organoïdes. C'est les petits organes. Et mon domaine d'expertise, c'est la peau. Donc la peau qui est quand même l'organe le plus visible de nos organes, qui est en interface avec l'environnement. Et ce qui m'intéresse, c'est modéliser les maladies dermatologiques. Donc je travaille par exemple sur une maladie génétique qui s'appelle les enfants de la Lune. C'est des enfants qui sont très sensibles aux UV, qui ont 10 000 fois plus de cancer de la peau, qui ne peuvent pas sortir à l'extérieur. Ils sont toujours obligés de vivre la nuit. C'est pour cela qu'on les appelle les enfants de la Lune. Je travaille aussi sur les ulcères du pied diabétique.
Mais aussi, en fait, cette expertise de l'ingénierie tissulaire pour modéliser ces pathologies nous a servi pour travailler aussi avec plusieurs industriels du secteur dermocosmétique, avec voilà, L'Oréal, Clarins, etc. Bon, vous avez tous des journées bien remplies, j'imagine. Quand Laura qui m'a appelé et m'a dit on va faire une table ronde sur produire du vivant, j'étais pas rassuré, franchement. Je me suis dit déjà où elle m'embarque, et puis après je me suis dit produire du vivant, qu'est-ce que ça veut dire, mais on a gardé ce titre qui est, je sais pas s'il est provocateur ou inquiétant. Aujourd'hui on en est où? Est-ce qu'on est vraiment en capacité de créer du vivant ex nihilo? La question est pour vous tous. Oui, c'est vrai, c'est une bonne question. Donc en fait, on ne produit pas de vivant, hein, juste. Donc nous, chez L'Oréal, on travaille beaucoup sur les peaux reconstruites. C'est une technologie qu'on a développée il y a maintenant depuis plus de 45 ans. C'était vraiment un pari fou à l'époque et aujourd'hui, c'est bien maîtrisé. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les capacités régénératrices de la peau et les capacités des cellules de notre peau à se reproduire quasiment indéfiniment. Quand on se brûle, quand on se coupe, quand on se blesse, on a tous fait l'expérience que notre peau se referme. C'est ça qu'on utilise dans nos laboratoires. On va prendre quelques cellules de peau et on va bien évidemment, dans des conditions très, très précises et très maîtrisées, on va faire se multiplier ces cellules et avoir un épiderme qui se reconstitue comme une vraie peau. Et donc en fait, vous comprenez avec ça que nous, on ne produit pas du vivant, on ne crée pas du vivant à partir de rien. On prend quelques cellules que l'on obtient nous aussi à partir de dons de résidus opératoires qui seraient jetés autrement. Donc on recycle et vraiment on multiplie et on recrée toutes ces cellules et toute cette peau à partir de premières cellules vivantes. Et peut-être Pascal aussi, toi tu veux... Oui, c'est exactement ce qu'on vit à Genoskin. Et je dirais que pour produire du vivant, il faut utiliser du vivant. Donc c'est pour ça qu'il y a... Et autant finalement, la technologie a fait beaucoup de progrès pour être capable de presque rien, de produire des protéines, des acides nucléiques. Il y a une chimie qui a été développée pour faire ça. Aujourd'hui, créer une cellule ex nihilo comme ça, là, on ne sait pas faire encore. Ouais. Une cellule, encore plus une cellule humaine. Donc on est exactement dans la même démarche qu'avec Episkin et L'Oréal. L'idée c'est d'avoir accès, d'aller chercher des échantillons biologiques. Avant on appelait ça des déchets opératoires, ou voilà, des choses dont on se débarrassait. On incinère tout ça. Il faut évidemment, ça vient de quelqu'un qui se fait opérer. Donc il y a un don. On a besoin du consentement éclairé des personnes. Et l'idée, finalement, c'est d'utiliser cette opportunité parce qu'en France, par exemple, on a un système hospitalier qui est très développé. Il y a une prise en charge énorme. Il y a beaucoup de gens qui se font opérer. Et donc, finalement, l'idée derrière Genoskin, c'est pourquoi ne pas valoriser ces échantillons biologiques pour les utiliser pour la recherche. Donc, on ne produit pas vraiment, mais à la fin, on produit... quelque chose, c'est plus un échantillon biologique, c'est plus de la peau, c'est quelque chose qui est un outil de R&D qui va permettre à des chercheurs de tester, de faire des hypothèses, de faire des expériences, d'obtenir des données et avec ces données d'être capable de dresser des conclusions pour une efficacité, une toxicité d'un produit ou alors une meilleure compréhension d'une maladie humaine, par exemple. Walid, c'est ça, on part oui. d'échantillons, on ne produit pas... Alors, c'est une question très, très difficile et peut-être philosophique parce qu'il faut définir c'est quoi le vivant. On est capable aujourd'hui de créer des cellules qui vont battre comme les cellules cardiaques. Donc on peut différencier des cellules souches en cellules cardiaques. Et dans une boîte de pétri, on voit des cellules cardiaques qui se contractent. On est capable de créer des cellules de la peau qui vont pigmenter quand on les irradie aux UV, c'est-à-dire ils vont bronzer. D'accord ? Donc moi, je préfère parler plutôt de ce qu'on appelle des gémeaux biologiques. C'est-à-dire on fait une réplique de nos organes. Je vous ai parlé des enfants de la Lune. Effectivement, ces enfants de la Lune, si on va tester des médicaments, on ne va pas les irradier aux UV parce que ce n'est pas éthique, ils vont développer des cancers. Par contre, ce qu'on peut faire, prélever leurs cellules, produire une peau à partir de ces cellules de passion, et là, on peut irradier cette peau, enfant de la Lune, sans toucher aux patients. Donc je dirais c'est plutôt des gémeaux biologiques. On parle beaucoup des gémeaux numériques en IA. Oui. Là, on a plutôt des gémeaux biologiques qui vont récapituler justement la fonction
du tissu cible et qui vont reproduire justement la variabilité de l'individu et du patient sur lequel on peut effectivement tester est-ce qu'ils pigmentent, est-ce qu'ils vont bronzer, est-ce que leurs cellules normales vont se transformer en cellules cancéreuses quand on les irradie en UV, etc., en gardant l'identité génétique du patient. Donc c'est plutôt on fabrique des gémeaux biologiques. On a posé le débat. Walid, vous pouvez garder le micro. Vous disiez en préparant la table ronde que la peau est le premier organe qu'on a reconstruit dans les années 75. On en est où aujourd'hui? Quel chemin a été parcouru là en 50 ans? Alors, en fait, effectivement, c'est que parfois, comme vous le savez, en clinique, on va garder les choses simples qui marchent. Donc, effectivement, c'est le premier organe qui a été reconstruit. C'est parce qu'en fait, il y a un grand chercheur qui s'appelle Howard Green, qui est un chercheur qui est à Harvard, qui a vu venir dans son service des jumeaux qui étaient grands brûlés. On sait que les grands brûlés avaient très peu de chances de survivre, donc 100% de mortalité. Et donc, il a dit, en fait, je veux tester, je veux traiter ces jumeaux, je veux prendre des risques. Et c'est ce qu'il a fait. Il a pris une petite biopsie de leur peau, il a cultivé les cellules de ces patients et quand il a obtenu, après 3 semaines, beaucoup de cellules, il a fait des barrières, donc il a fait des feuillets épidermiques, il les a greffés sur ces grands brûlés et grâce à cette intervention, il a sauvé ces jumeaux brûlés. Et depuis 1975, on utilise toujours la même technique pour traiter les grands brûlés. Alors il y a bien sûr, ça sauve des gens, donc quand même on arrive à sauver beaucoup de gens grâce à la greffe de la peau. Mais il y a des améliorations à faire. On peut en parler de ces améliorations. Peut-être vous voulez réagir? Oui, je voulais rebondir. C'est assez intéressant de voir aussi comment la science voyage d'une industrie à l'autre et d'un continent à l'autre, parce que c'est exactement à partir de ces recherches qu'à ce moment-là, alors moi j'y étais pas, mais des chercheurs chez L'Oréal ont vu aussi émerger cette technologie et se sont dit, nous, L'Oréal Cosmétique, la peau c'est vraiment un organe essentiel pour nous, et qui se sont dit, il faut absolument qu'on explore aussi l'apport de cette technologie pour notre connaissance et la science de la peau. Et il y avait 2 aspects, pouvoir explorer la peau sur des aspects éthiques, ne pas aller exposer des volontaires à des rayonnements UV, tout ça. Et puis il y avait aussi cet aspect éthique du testing, de tester les produits cosmétiques sur l'animal. Et donc notre conviction profonde, c'était que peut-être ces modèles de peau seraient beaucoup plus prédictifs et éviteraient d'utiliser les animaux, ce qu'on a réussi à faire maintenant depuis plus de 35 ans. Donc non seulement cette technologie, elle a permis de sauver des grands brûlés, mais elle permet aussi de sauver beaucoup d'animaux. Vous parliez tout à l'heure des organoïdes. La peau reste avancée par rapport à ces organoïdes? Alors la peau, c'est comme on a vu, c'est-à-dire la peau c'est le premier organe qui a été reconstruit. Donc effectivement on a un historique qui est très profond. Et puis, on va utiliser des cellules qui sont accessibles. Donc, Pascal, tu as parlé, maintenant, on ne les appelle plus les déchets opératoires parce qu'il y a beaucoup de réglementations qui complexifient tout. En fait, on a besoin d'utiliser des cellules pour reconstruire un organe. La peau, c'est un organe qu'on peut obtenir dans le bloc opératoire quand on fait des réductions mammaires ou quand on fait des circoncisions ou quand on fait, par exemple, d'excisions pour les cancers. Donc, on peut avoir facilement, si on veut reconstituer un organoïde de cerveau, c'est plus complexe. Par contre, on a maintenant la technologie pour faire des organoïdes de cerveau à partir de cellules souches. On peut faire des organoïdes, on a fait des organoïdes du rein, on a fait des organoïdes du cœur, etc. Et juste pour vous dire, c'est que les organoïdes qu'on a fait du cerveau, ils ont même récapitulé les signaux électriques d'un cerveau, d'un fœtus de quelques mois dans l'utérus. Donc, on peut reproduire aussi la fonctionnalité électrique. Et c'est ça que je dis que c'est une question philosophique. Est-ce que reproduire un signal électrique veut dire que les cellules ont une conscience ou pas? Je ne sais pas si on abordera la question aujourd'hui, mais c'est très intéressant de poser la question. Pascal, vos modèles, ils ont des spécificités? Oui, nous finalement on a pris une autre voie pour proposer des solutions complémentaires à cette technologie qui remonte dans des années 70. Finalement c'est vieux. Et il faut du temps pour accumuler de la connaissance et pouvoir développer des choses qui peuvent aujourd'hui paraître simples. Notre voie, ça a été de dire, bien sûr, on reproduit des organes, mais le livre de recettes de comment on crée un humain ou comment on crée des organes humains, il n'est pas encore vraiment bien compris. Je rappelle quand même que Mère Nature, ça se passe pendant l'embryogenèse, ça prend plusieurs mois.
Ce qu'on fait dans un laboratoire en quelques semaines, évidemment, c'est pas aussi poussé, pas aussi complexe. Et l'opportunité qu'on a vue à Genoskin, c'était tout simplement d'utiliser la peau telle qu'elle est. Parce elle vient d'un donneur, elle est mature, elle a une historique. Il y a des cellules de la peau, mais il y a des cellules immunitaires, il y a des cellules musculaires. Il y a vraiment un environnement extrêmement complexe. Et quand on veut essayer de prédire l'efficacité ou peut-être la toxicité d'un médicament, par exemple, qu'on veut administrer dans la peau, évidemment, l'idée, c'est d'être le plus proche de l'homme. Parce que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est plutôt les animaux qui ont été utilisés. Et ces organoïdes qui existent maintenant, la peau reconstruite, tout ça, finalement, c'est plus récent à l'échelle des tests en général. Donc c'est là, nous, on essaie de se différencier. Et je pense qu'il y a aussi probablement un besoin, et je pense que la loi déjà a changé, on parlait de déchets opératoires, voilà, et maintenant ça s'appelle des échantillons biologiques, c'est très suivi réglementairement parlant. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour produire du vivant, ou pour essayer il faut avoir du vivant. Donc quand on va se chercher dans des hôpitaux, même si on a le consentement éclairé des donneurs, des patients, même si tout est en ordre, les tissus, une fois qu'on fait une exérèse, ils meurent. Donc ça veut dire qu'il faut rapidement les utiliser, pour les multiplier quand c'est le cas de cellules. On ne peut pas congeler, on ne peut pas fixer. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un besoin peut-être Il y a une supply chain d'améliorer un petit peu le biobanking, où on stocke des choses, c'est bien, mais le vivant est vivant à 37 degrés, et voilà. Oui, je voulais juste rajouter un petit mot pour dire que, en fait, on n'oppose pas du tout les technologies. Nous, chez L'Oréal, je vous l'ai dit, on développe des peaux reconstruites high-tech, on en commercialise dans le monde entier, parce qu'on a besoin vraiment de grands volumes, de pouvoir faire du testing, de tester nos molécules, que l'ensemble de l'industrie cosmétique puisse le faire. Mais bien évidemment, on travaille beaucoup avec Genoskin aussi. On a besoin à un moment d'avoir quelque chose qui se rapproche le plus possible de la peau d'un consommateur pour vraiment voir ce qui se passe, parce qu'on ne sait pas encore aujourd'hui, même avec les nouvelles technologies qui arrivent, recréer toute la complexité de la peau. Ça a l'air très simple, la peau, mais en fait, c'est un organe très complexe qui est en interaction avec le corps entier. Donc, on a vraiment besoin. Donc, ce qu'on fait tous les trois, c'est différent, mais ça ne s'oppose pas et c'est vraiment très, très complémentaire. Et c'est complémentaire. Et le chemin, il se passe comment? Ça part d'où? Ça va où? Parce qu'il y a le côté... alors, vous avez utilisé le mot consommateur il y a un instant. Vous avez des clients chez L'Oréal qui sont des consommateurs. Walid parle plutôt de patients. Est-ce que le chemin, c'est de la santé vers le consommateur et en se disant la priorité, c'est les grands brûlés et après avoir un bon teint quand on passe à la télé, ça peut paraître secondaire? Ou est-ce que c'est l'aspect secondaire peut-être qui pousse la recherche et qui permet de faire des progrès pour les grands brûlés? Il y a un cercle vertueux, il y a une ligne, comment ça marche là? Je vais répondre, puis je laisserai après aussi Walid répondre. Pour moi, c'est vraiment un cercle qui va dans les deux sens. Nous, il y a plus de 20 ans, on a lancé une collaboration avec l'hôpital Percy, qui travaille sur les grands brûlés. Et on a partagé avec eux toutes les technologies qu'on commençait à bien maîtriser de reconstruction de la peau. On les a aidés à s'équiper, on les a formés pour qu'ils puissent justement développer ces épidermes reconstruits à partir des cellules du patient et commencer à faire des greffes qu'on appelle autologues, dont on entend malheureusement beaucoup parler en ce moment. Et en fait, de leur retour d'expérience aussi, on a appris. Et on vient de lancer une thèse avec eux en 2024 avec des nouvelles peaux reconstruites high-tech qui permettent d'aller plus loin. On a une thèse ensemble et en fait, on apprend ensemble. Les applications médicales sont vraiment pour eux. Les applications pour la cosmétique sont vraiment pour nous. Et l'idée, c'est d'apprendre ensemble. Donc au départ, on a fait les peaux reconstruites parce que ça venait du médical. On les a appliquées à la cosmétique. On a vraiment fait grandir et beaucoup développer. Et l'idée, voilà, c'est d'avoir cet aliment. À la base, on est tous des chercheurs et on discutait ensemble avant le début de l'intervention. Et l'idée, c'est de vraiment faire voyager cette technologie. Walid, c'est ça, c'est pas une ligne, c'est un cercle. Exactement. Même je dirais, c'est même pas, c'est une relation transitive. Ça veut dire, c'est vraiment un continuum de liens. Je donne un exemple très simple. Pour avoir, par exemple, des pots pour les grands brûlés qui vont
rester tout au long de leur vie, il faut qu'on soit sûr qu'on va garder ce qu'on appelle les cellules souches. Les cellules souches, c'est par exemple un domaine d'activité qui intéresse beaucoup L'Oréal, parce qu'effectivement, pour garder aussi une peau qui est moins âgée, il faut garder ce pool de cellules souches. Donc nos travaux, parfois, pour dire comment on est capable de garder ces cellules souches, vont aussi nous aider cliniquement pour mettre au point des feuillets épidermiques de bonne qualité qui vont justement traiter le patient tout au long de sa vie. Genoskin, vous êtes pareil, un maillon de ce cercle? Oui, on est un maillon de ce cercle. Il y a un vrai effort collectif, même à travers le temps. Les choses qui ont été faites il y a 10 ans, il y a 20 ans, on a parlé, ce qui va se faire maintenant ou plus tard. Et finalement, ça dépasse même les biologistes aujourd'hui, puisqu'on a parlé, peut-être on en parlera un peu plus, mais de data, de tech, d'être capable d'aller digitaliser tout ça, d'aider à non seulement à améliorer les produits, les technologies qui sont développées, mais aussi peut-être à dépasser vraiment les problèmes qu'on rencontre. La liaison est toute faite justement. Vous parliez de technologie là. Il y en a plein autour de nous là. Ces nouvelles technologies, qu'est-ce qu'elles apportent? Quelles sont les voies que vous essayez d'explorer? Je me rappelle il y a quelques années, moi, quelqu'un qui m'avait dit avec la 3D demain on pourra imprimer de la peau et peut-être même un morceau de rein, un morceau de foie. Je sais plus 2 fois, je crois qu'il m'avait dit. Mais voilà, comment vous regardez ces nouvelles technologies et comment vous voyez peut-être les 10 années à venir? Je commence. Déjà, je pense qu'on parle là de produire du vivant. Bon, le vivant, c'est extrêmement complexe. Si on veut l'analyser, l'étudier, on tombe dans le domaine de la big data. Et aujourd'hui, on a des technologies qui ont été développées, ce qu'on appelle les multiomics, pour analyser tous les gènes, l'expression de tous les gènes, les protéines, le métabolome. Toutes ces données-là, plus on complexifie les modèles qu'on développe, plus les données sont importantes en quantité, peut-être subtiles à comprendre. Et c'est là où nous, on trouve qu'il y a une opportunité unique à utiliser tout ce qui se fait maintenant en intelligence artificielle, en bioinformatique, en in silico, pour être capable d'agréger, d'intégrer toutes ces données, d'être capable d'avoir des conclusions, de faire des statistiques. Et ça dépasse un petit peu le cerveau des chercheurs qui expérimentent. Donc il y a besoin de ce mariage, et au-delà de ça, on va vers, et nous à Genoskin on s'y intéresse, vers des formes de peau digitalisée. Alors là, de process, par exemple, inflammatoires de la peau digitalisés pour essayer de dépasser finalement les limites biologiques de nos modèles, parce qu'ils ont des limites. Ils sont pas... c'est pas un humain entier. Ouais. Avant peut-être de voir le chercheur côté commercial. On est chercheur aussi. On est 5000. Non, c'est vraiment effectivement un point extrêmement important, et en complément de ce qu'a dit Pascal, je vais juste prendre un ou deux exemples avec les récents développements de la bioimpression 3D et de l'impression 3D qui arrivent maintenant à imprimer des motifs à l'échelle millimétrique, nanométrique en fait. Et donc on arrive à atteindre maintenant l'échelle de la taille des structures de la peau. Et donc avant les premières peaux construites qu'on a réussi à faire, je vous le disais tout à l'heure, on laisse les cellules se multiplier et se différencier. Et donc en gros, on a plutôt des couches de cellules. Mais ça veut dire, on n'a pas les glandes sudoripares, on n'a pas les poils, on n'a pas les vaisseaux sanguins, on n'a pas les nerfs, on n'a pas les ondulations qui font vraiment tout le fonctionnement réel de la peau. Et donc aujourd'hui, avec ces nouvelles technologies que sont l'impression 3D, la bioimpression 3D, on arrive à imprimer ne serait-ce que des taches. Notre peau, elle n'est pas d'une couleur uniforme. On peut avoir des taches de pigmentation, on peut avoir aussi des maladies comme l'eczéma. On n'est jamais couvert complètement d'eczéma. On a des taches, on a des parties. On est capable aujourd'hui, avec la bioimpression 3D, de faire des peaux reconstruites qui ont une partie saine et une partie avec une tache. Et on comprend comment les cellules échangent entre elles, entre la partie saine et la partie malade. Ça, on ne pouvait pas le faire il y a quelques années sans ces nouvelles technologies. Donc là, on a vraiment un champ qui s'ouvre de créativité, et puis de pouvoir s'approcher de plus en plus d'une peau qui soit vraiment le plus proche de notre peau réelle, et qui va nous permettre vraiment de franchir des gaps très importants. Et les chercheurs de L'Oréal regardent attentivement, on parle beaucoup du quantique ici, on a des pépites grenobloises, et on parle des capacités phénoménales
que vont nous apporter les technologies quantiques. Ouais. Vous regardez aussi donc les technologies quantiques pour aller plus vite, pour sécuriser votre travail. Ben ça, c'est complètement en lien avec le point de Pascal, c'est-à-dire on génère une quantité de données tellement importante que aujourd'hui c'est presque ça finalement à un moment la limitation, la capacité à analyser tout ça, et le quantique va ouvrir effectivement de nouvelles portes là aussi. Ouais. Côté Alors, UGA et hôpital public, on parle beaucoup quand même de manque de financement. oui. C'est un des freins. Je ne veux pas faire un focus. Faisons un focus là-dessus. Bien sûr. En fait, c'est des techniques en plus qui coûtent de plus en plus cher parce que c'est des techniques qui sont de plus en plus précises. Et donc, effectivement, il y a un manque. Mais c'est en fait maintenant le travail d'un chercheur académique, c'est en fait chercher plutôt du financement et du budget pour permettre à ces jeunes, à ces doctorants, à ces médecins de travailler. Et donc, effectivement, c'est un manque de financement, mais aussi, on essaye de travailler beaucoup avec les industriels pour résoudre aussi ce problème. Il ne faut pas toujours dire c'est l'État qui ne finance pas, on ne fait rien, etc. Donc, il faut essayer aussi des collaborations à l'international. Voilà. Donc, nous, par exemple, on a un gros projet avec le Cedars-Sinai, qui est parmi les premiers hôpitaux aux États-Unis. Voilà. Et on essaye de collaborer avec nos collègues malgré la situation géopolitique. Il y a des collaborations entre universitaires, hôpitaux et industriels. On est déjà dans la phase d'industrialisation. Valérie ou Pascal, on y viendra. Quels sont les freins? On sait aussi que quand on passe la phase d'industrialisation, ce qui n'est pas toujours simple, derrière, il y a un marché qui se développe, il y a de l'argent qui arrive, et donc il y a de nouvelles technologies qui peuvent être développées. On revient dans un cercle vertueux. On en est où de l'industrialisation? En fait, c'est une question pas simple. Et je pense, je laisserai vraiment mes collègues compléter, mais je pense qu'il y a un peu deux aspects. Il y a l'aspect du temps de la recherche. Et que là, on en parle, on vous raconte de belles histoires et ça a l'air très simple et très facile. Mais il y a quand même, malgré les nouvelles technologies qui arrivent, des énormes défis scientifiques et technologiques à relever. Et avoir des premiers modèles avec des vaisseaux sanguins, avec des nerfs et tout ça, déjà, rien que ça, c'est un premier challenge. En faire quelques-uns dans le laboratoire, c'est déjà une chose. Et puis après, il y a la montée en échelle. Arriver à les produire de manière reproductible, qui donne les mêmes réponses quand on teste un produit, et notamment pour la sécurité, ou pour des aspects médicaux, pour prédire une maladie, pour tester un médicament. On a besoin que la réponse soit toujours la même et ne change pas du jour au lendemain en fonction de la variabilité de ce qu'on a produit. Donc il y a déjà quand même des gros défis scientifiques et technologiques. Après, donc il y a cette histoire de montée en échelle qui est toujours un vrai challenge. C'est vrai dans la production des molécules, c'est encore plus vrai dans la production du vivant. Il y a la question aussi de l'acceptation par les autorités réglementaires, et notamment quand on veut après aller appliquer certains de ces tissus sur un patient, notamment pour les greffes, les acceptations par les autorités de santé, ça prend des années parce que la sécurité des patients est quand même ce qui prime. Et il y a un des aspects qui peut aider et qui nous a aidé, notamment pour tout ce qui est sécurité, c'est de pouvoir contribuer et travailler ensemble à ce que certains tests, certains modèles soient reconnus comme des standards internationaux. Nous, on a beaucoup travaillé avec l'OCDE et on est le plus gros déposant de tests à l'OCDE pour garantir la sécurité des produits. C'est ça qui fait après que ces méthodes se démocratisent, sont plus utilisées. Donc voilà, il y a des challenges, il y a des moyens aussi, c'est vraiment un point pas simple. Géoskin, pardon, une réaction, mais vous êtes une start-up encore sans le passage on bien à être scale-up industrialisé comme Episkin. Donc je pense que, Valérie en parlait, mais Episkin, c'est l'archétype de la société. C'est vraiment une production industrialisée. Enfin, pour moi, de l'extérieur, c'est extraordinaire ce qui se fait. Nous, on est plus petits et on essaie évidemment de passer un petit peu du côté un petit peu de production artisanale à rajouter des étapes pour standardiser et être capable de faire face à une montée en volume, évidemment. Et là, je dirais que quand même, c'est compliqué. Il y a besoin certainement de moyens, d'expertise. Bon, mais on est dans un monde où il y a des sociétés qui produisent des avions ou des fusées ou des satellites. Donc, je veux dire, c'est pas... moi, je trouve que ce n'est pas la plus grande difficulté. Je pense qu'il y a des moyens qui existent pour faire ça. Ce qui est compliqué, c'est quand même la biologie. Voilà, ce n'est pas des composants électroniques.
bien comprendre comment ça marche, être capable de le maîtriser. Voilà. Et c'est là où il y a besoin d'investissement en recherche, d'acteurs privés, de start-up, académiques. Il ne faut pas laisser tomber ça. C'est nos futurs champions qu'on construit. Là, on parle de choses qui... la France est un des leaders dans le domaine des peaux, par exemple, reconstruites, ou de la peau façon aux produits du vivant. C'est un leader mondial. Je pense que ce n'est pas assez mis en avant, et c'est grâce à tous les acteurs qui sont ici. Mais alors du coup, je vais direct, mais vous êtes allé... Non, gardez le micro. Vous êtes aussi à Boston, alors la côte est des États-Unis est oui, réputée pour le médical, mais vous y êtes allé pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent, parce qu'il y a des clients, ou parce qu'il y a une réglementation qui est peut-être, on l'évoquait sur la table ronde précédente, qui n'est pas tout à fait la même que chez nous en tout cas. C'est vrai, il y a deux choses. Il y a, et c'est un peu malheureux, mais nous on vise le marché du développement du médicament. Bon, le premier marché au monde, les États-Unis, ça représente à peu près 60%. C'est là-bas que les investissements se font pour développer de nouvelles molécules innovantes. En grande partie, il n'y a pas que. Après, il y a une petite partie, c'est l'Europe, une autre partie, c'est l'Asie. Donc on est allé là-bas, pas pour des raisons techniques, scientifiques, parce que finalement, en France, on a tout ce qu'il nous faut et toutes les compétences, mais pour être plus proche de notre marché, être capable de l'adresser. Les États-Unis sont loin. On parle de produits qui ne voyagent pas. Oui, vous le disiez tout à l'heure. C'est vivant, donc vous voyez, ce n'est pas juste quelque chose qu'on envoie. Et je rajouterais quelque chose, c'est vrai. C'est vrai que là, depuis quelques années, aux États-Unis, il y a eu des changements majeurs au niveau de l'agence qui enregistre les médicaments, qui s'appelle la FDA. Donc avec une volonté d'arrêter le tout animal dans les tests, d'inclure des modèles plus proches, plus prédictifs de l'homme, jusqu'à des modèles in silico, des algorithmes, et avec cette idée de réduire le coût de développement des médicaments. Aujourd'hui, c'est 10 à 15 ans, c'est à peu près 2 milliards, et surtout 90% d'échecs. Voilà. Quelle industrie peut se vanter en moyenne? Quelle industrie peut se vanter d'avoir 90% d'échecs? Donc il y a beaucoup d'argent qui est mis, mais malheureusement, le retour sur investissement n'est peut-être pas encore tout à fait à la hauteur. Donc il y a une volonté d'aider ça. Vous vouliez réagir? Oui. Alors je vais juste terminer, répondre à votre question par rapport à l'industrialisation. Donc je rejoins. En fait, le vivant est complexe et donc on n'est pas des clones. Et donc l'industrialisation, c'est pas l'objectif d'en faire. Elle est surtout complexe parce que en fait la peau de chacun est différente et donc on a ce qu'on appelle la variabilité génétique. Et donc c'est ça qui rend la chose difficile. Mais je pense qu'avec le croisement justement des sciences, on a parlé de l'IA. L'IA, peut-être, en fait, en faisant beaucoup d'expériences réelles, l'IA va être capable peut-être de modéliser, si par exemple on a une peau jeune, une peau âgée, etc., pour un peu augmenter ou diminuer l'échec en fait de molécules, etc. Donc l'industrialisation, oui, mais il faut se rappeler qu'on n'est pas tous de la même chose et il faut absolument compter sur d'autres sciences pour peut-être pouvoir modéliser. Il y a beaucoup de startups qui se développent sur des médicaments, notamment autour du cancer, pour avoir un médicament personnalisé. L'avenir de la peau, c'est forcément d'avoir une production qui est personnalisée pour chaque individu, où il pourra y avoir un type de peau demain compatible avec X% de la population ou avec, je ne sais pas, des donneurs A positifs ou des receveurs A positifs. C'est quoi demain? C'est de la peau ultra personnalisée et qui voyage mal, donc il faudra qu'elle soit quasiment produite là où elle sera implantée quand on parle en tout cas de malades ou de patients. C'est ça l'objectif demain? Alors, le problème, c'est que c'est ce qu'on a dit, c'est que la biologie, c'est très complexe et il y a des enjeux économiques. Et en fait, quand on regarde les enjeux économiques, la médecine personnalisée, elle a un modèle économique qui est difficile à assumer. Parce que si pour chaque patient, il faut prélever sa peau, tester des molécules sur sa peau et après faire une décision, on peut imaginer que le quantique nous aidera à aller très vite. Mais dans la situation actuelle de situation économique, c'est pas possible. Donc la plupart des gens,
même en fait pour les histoires par exemple des greffes de peau à partir des cellules souches. On essaye en fait d'avoir maintenant plusieurs types de cellules souches qui couvrent toute une population, avoir un peu un minimum de rejet, etc. Le modèle de médecine personnalisée est très, entre parenthèses, sexy, mais le problème, c'est que en fait, ça va coûter énormément de l'argent. Je donne l'exemple simple, les révolutions actuelles de l'immunothérapie des cancers avec les CAR-T-cells. Vous savez combien ça coûte une injection d'une poche de CAR-T-cell? 300 000 €. Donc, est-ce que en fait, la société est prête à payer 1 million d'euros par patient pour cette médecine personnalisée? Ça, voilà. Côté beauté, la personnalisation, en revanche, est à la mode. Oui, est à la mode. Oui, mais en fait, finalement, ce qui vient d'être dit est encore plus vrai. C'est-à-dire que ce qu'on a du mal à accepter pour sauver une vie ou pour vraiment améliorer le quotidien d'un patient va l'être encore plus pour des aspects de cosmétique et de beauté. Est-ce que je suis prêt à payer 100 000 € pour enlever des taches sur ma peau ou pour avoir l'air plus jeune? À part quelques-uns sur cette terre, finalement, ça ne va pas intéresser grand monde. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver le bon niveau de personnalisation. Non pas, et aujourd'hui, on n'en est pas du tout au niveau de l'individu. C'est regarder vraiment les grands mécanismes biologiques qui sont conservés pour tout le monde, qui sont vrais pour tout le monde, et jusqu'à quel niveau on a besoin d'aller personnaliser pour pouvoir proposer des produits qui sont adaptés aux besoins de chacun, mais qui ne seront pas pour une seule personne, qui vont quand même correspondre à un certain nombre de personnes. Parce que sinon, on est dans un modèle économique qui ne peut pas fonctionner. Il y a plein de points qu'on n'a pas vus, mais on avait dit qu'on garderait un peu de temps pour le public, donc je vais vous donner la parole si vous avez des questions. Juste, la thématique de Tech & Fest cette année, c'est la souveraineté. Est-ce que sur cette thématique-là, c'est un point critique, on va dire? Moi, je trouve, oui, c'est critique. Je pense qu'on a vraiment, ensemble, besoin de continuer à bâtir cette communauté et cette excellence autour du vivant qui est produit, en particulier la peau, par exemple. Il y a beaucoup d'enjeux. Si je reviens dans mon monde à moi du développement des médicaments, le modèle phare, c'est le singe, les primates. C'est presque la dernière étape en testant des biothérapies très compliquées avant de passer chez l'homme et pour rassurer les investisseurs, le régulateur, etc. Bon, il ne vous a pas échappé qu'il n'y a pas de singes en France ou en Europe. Il n'y en a pas en Amérique du Nord. Il n'y en a probablement pas assez sur Terre pour tester toutes les molécules qu'on voudrait développer de toute façon. Et les singes, ce n'est pas des petites souris. Hein. C'est compliqué les élevages, enfin, c'est compliqué à obtenir. Donc il faut les capturer dans les forêts, quoi, quasiment. Là, par contre, en France, en Europe, parce qu'on a bâti un système de santé qui est, je pense, extrêmement performant, même s'il coûte cher, même si on arrive on a une opportunité d'encore mieux le valoriser et de valoriser ces échantillons biologiques qui sont issus de ce système-là. Et ces échantillons biologiques, c'est finalement une valeur ajoutée scientifique, technologique énorme. C'est avec ça qu'on peut faire des futurs traitements, c'est avec ça qu'on peut faire des futurs modèles pour comprendre l'humain et les maladies de l'homme ou tester des produits. Et je crois que la conscience monte un petit peu autour de ça, mais on ne réalise pas la chance d'avoir accès à tout ça et de pouvoir l'utiliser encore. Alors, je parlais de ce point qui est très important, la souveraineté de la France et de l'Europe, hein, dans un contexte géopolitique très complexe. Je donne un exemple très simple qui est très récent. C'est le malheureux incident le 1er janvier 2026 à Crans-Montana. Il y a eu 40 morts, quelques centaines de blessés, dont des quarantaines des grands brûlés. Et ben, juste pour vous dire que ces grands brûlés, aucun pays n'est pas équipé pour accueillir ces 40 brûlés. On les a dispersés entre l'Italie, la France, l'Autriche, la Suisse, etc. Ça pose un gros problème de souveraineté pour le traitement. Je vous rappelle qu'on a la guerre sur notre frontière en Ukraine, qu'il y a beaucoup de blessés de guerre qui sont brûlés et finalement notre souveraineté est menacée. C'est pour cela en fait il y a des gros projets de recherche soutenus dans le cadre de France
2030 pour justement essayer d'accélérer le développement de ces médicaments de thérapie innovantes dans le traitement des grands brûlés dans ce contexte géopolitique très complexe. Deuxième souveraineté très importante, c'est le domaine dermocosmétique, que je rappelle, c'est le deuxième secteur excédentaire en France avec 24 milliards d'euros par an. Et donc, effectivement, on est menacé par l'Asie, on est menacé par les États-Unis et la seule souveraineté pour garder ce secteur économique, c'est de développer des modèles très pertinents et d'avoir de l'innovation sur des molécules, etc., par rapport justement à nos concurrents asiatiques et américains. Merci. J'ajouterais juste un point qu'on a évoqué finalement en filigrane dans notre échange, c'est aussi le point de la souveraineté éthique. Et je pense qu'on partage tous. Comme on vous l'a dit dans l'entretien, on partage en France et puis en Europe aussi. Il y a des aspects éthiques très très importants dans l'accès à la peau humaine, aux résidus de chirurgie qu'on peut utiliser. C'est très très contrôlé. C'est pas pareil dans toutes les parties du monde. Aux États-Unis, c'est différent. En France, on considère qu'on ne peut pas vendre une partie du corps humain. Et donc, je pense que ce qu'on a en commun, c'est vraiment d'avoir la conscience de la préciosité de la peau, de son importance pour la santé de l'ensemble de la population et d'en faire vraiment le meilleur usage dans le respect des droits humains. Et je pense que c'est comme en IA d'ailleurs, la France et l'Europe défendent vraiment une souveraineté éthique sur ces aspects-là qui nous semblent, nous, extrêmement importants. Des valeurs et du sens. Merci beaucoup. Restez là. Est-ce que vous avez des questions dans le public? Il y en a une. Merci. Bonjour à tous et merci pour l'intervention. Je vous propose de prendre un peu de hauteur. Vous êtes entouré de spationautes. Et en fait, je rebondis sur ce qu'a dit M. Descargues sur le fait que produire le vivant est compliqué sur Terre. Il y a des conditions évidemment qui sont un peu spéciales. Quid du développement de l'aérospatial actuel et des plans de base lunaire et évidemment de produire de la peau pour des personnes qui sont coincées sur la Lune pendant quelques mois. C'est une très bonne question. Alors, je vais vous répondre d'une façon très pragmatique. C'est-à-dire, en fait, on a été contacté par une société qui s'appelle Space Pharma. Et eux, ils envoient des organoïdes, justement, en microgravité, par des vols du NASA ou de l'ESA, etc. Et donc, effectivement, leur but, c'est voir comment ces peaux, si par exemple un astronaute se blesse, comment la peau se cicatrise. Donc en fait, on a effectivement un projet avec Space Pharma pour voir le comportement de ces peaux dans l'espace, s'il y a une blessure, mais aussi, ça peut être très intéressant pour la bioproduction. Il se trouve que la multiplication des cellules en microgravité, elle est peut-être plus intéressante et on peut obtenir aussi, modéliser même la microgravité pour obtenir une bioproduction qui est plus importante en un temps plus rapide. Oui, et c'est une question très d'actualité, merci de l'avoir posée. Parce que nous aussi, donc, on travaille avec l'Agence spatiale européenne et avec des laboratoires CNRS à Toulouse qui ont développé des outils qui permettent de reproduire la microgravité, donc le fait d'avoir quasiment pas de gravité quand on est dans l'espace sans y aller, parce que c'est quand même assez cher, et de voir comment on peut mieux développer les organoïdes de peau notamment, parce que c'est ce qui nous intéresse, mais c'est vrai aussi pour les autres organes, dans des conditions sans gravité. Donc il y a à la fois aider, comme vous l'avez dit, les spationautes, il y en aura sans doute de plus en plus, et puis comment on peut aussi utiliser ces conditions, à nouveau utiliser la technologie pour essayer d'améliorer encore les conditions de développement. Ça ne veut pas dire que la Lune sera demain une usine pharmaceutique? Non, pas tout de suite, pas tout de suite. Est-ce que vous avez quelqu'un a une autre question? Merci pour votre question. Il n'y a plus de questions. Merci beaucoup. Merci Valérie, merci Pascal et merci Walid d'être venu sur la scène de Tech N Fest. Et bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup.